Fraîcheur et bonheur sont ici, le binôme que l'on voudrait vous partager en ce 4e numéro de cette deuxième semaine, sinon de cette première semaine de ce deuxième mois de l'an 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce monde coloré où nous avons plusieurs déclinaisons pour ce conducteur à parler de votre santé, à parler toujours à deux de ces sujets avec beaucoup de bonheur, toujours en compagnie de ce bel homme. Bien, merci ma belle. Ouais. Allez, on vous retrouve aussi avec beaucoup de plaisir dans Matin Bonheur. Elle a dit ce sont des couleurs que nous allons vous offrir aujourd'hui, mais on va vous offrir aussi des sujets attrayants, des sujets qui vont vous permettre d'être en harmonie avec vous et aussi avec les autres. On va aussi vous dire qu'aujourd'hui, on a une journée très importante à célébrer. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Eh bien, on parlera en somme santé dans cette émission. Tout à fait, santé avec un petit clin d'œil à l'environnement dans notre chronique Espace Vert. On parlera de la destruction de la mangrove qui constitue un véritable danger pour l'écologie. Mais Dieu merci, vous savez que quand nous posons le pied dans le plat, c'est que nous avons quelques ébauches de solutions pour pouvoir équilibrer les choses. Restez donc en notre compagnie, ce sera participatif. On s'investit tous de cette mission. La bonne assiette avec Dr Anvo. Il nous parlera du régime végétarien ou végétalien. Qu'est-ce que cela comporte et est-ce qu'il y a des risques de ne pas avoir à consommer des protéines animales? On est resté seulement que sur les protéines végétales. Qu'est-ce que Dr Anvo va nous dire encore concernant ce sujet-là? Restez en notre compagnie. Vous savez toujours qu'il prend soin de notre alimentation. Eh oui, il prend soin de notre alimentation à sa manière. Vidéo endoscopie chirurgicale, où en est la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que c'est? Vous allez tout savoir dans la thématique santé de ce jour. En tout cas, installez-vous. Nous, on est là et on est prêts. Toute l'équipe est en place pour votre plus grand plaisir sur la chaîne qui rassemble. On va démarrer avec la couleur du temps. Tout à fait. C'est la première couleur. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les régions du sud forestier et du littoral observeront au début de période du brouillard et de la brume humide et par la suite fera place à un temps nuageux. Dans le nord et la bande centrale, l'effet d'harmattan sera atténué par l'intrusion des vents humides. Passons aux températures. Le mercure affichera 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 22 à Bondoukou à Boaké, 24 à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 20 degrés à Korogomo et Odiéné, 25 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, l'instabilité se développera sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest pour donner en milieu ou en fin de période de denses masses nuageuses avec possibilité d'orages isolés accompagnés localement de pluie. Le nord et le centre seront sous l'effet des vents secs d'harmattan. Passons aux variables. Le mercure affichera 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 à Bondoukou à Boaké, 36 à Daloa et Dimbokro, 35 à Gagnoa, 36 à Korogo, 35 à Mont, 36 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous. L'Agence française de développement et le patronat désormais liés autour de la question des énergies renouvelables. Des projets seront financés à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Une convention d'assistance technique a été signée à Abidjan ce mardi. Lanciné Bakayoko. Afin de réduire l'écart grandissant entre la demande énergétique et le faible niveau d'investissement dans le secteur, l'Agence française de développement, par le canal de son label Finance Verte, a mis en place un programme à double composante.
La première composante, objet de cette convention de signature, porte sur une assistance technique en appui aux porteurs de projets à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Ce programme d'assistance technique vise, d'une part, l'accompagnement des promoteurs d'investissement vert. Il vise également la sensibilisation et la formation des potentiels investisseurs actifs dans l'écosystème ivoirien. L'autre composante se décline en des lignes de crédit de 20 milliards dans le domaine des énergies renouvelables à des conditions avantageuses. Le secteur privé, le secteur bancaire démontrent le rôle qu'ils peuvent tenir dans cette transition énergétique. Leur engagement est en effet indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable. Par cet engagement, les bailleurs de fonds affichent leur volonté d'accompagner les initiatives portées par le secteur privé en faveur de la dépollution. Les entreprises membres de la CGECI et les entreprises ivoiriennes en général ont un réel besoin d'accompagnement pour réussir leur transition énergétique. C'est la raison pour laquelle le patronat ivoirien a choisi de s'engager au profit du secteur privé dans la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est le point focal pour l'identification des projets éligibles, l'analyse technique des investissements proposés et le suivi de leur mise en œuvre après la décision d'investissement. Parlons à présent de cohésion sociale. Les victimes des crises en Côte d'Ivoire s'engagent à œuvrer pour la paix. C'est ce que nous apprend Issaïo. C'était un 31 mars 2011 où il y a un ami qui m'a appelé d'aller chercher sa voiture dans les airs chaudes de la crise post-électorale. Lorsque je suis allé pour aller récupérer la voiture, je n'ai pas pu. C'est à mon retour que j'ai reçu cette balle. Lorsque j'ai reçu cette balle, je voulais essayer de bouger, je ne pouvais pas. Malgré ce douloureux souvenir, Mohamed Koné a trouvé les ressources nécessaires pour pardonner. Mieux, lui et les autres victimes des crises ivoiriennes s'engagent à porter leur voix à la réconciliation et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons créé ce mouvement, c'est pour amener les enfants de Côte d'Ivoire, les victimes, les parents des victimes, tout bord politique, tout bord religieux, de se ressaisir. Car nous savons qu'on ne peut pas partir de guerre en guerre, on ne peut pas partir de crise en crise. Nous devons nous mettre ensemble pour créer une paix durable. Pour réussir ce sacerdoce, le MVCR, Mouvement des victimes de la crise pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, appelle au soutien de l'État et des bonnes volontés. Un appel entendu heureusement par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La création de ce mouvement rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la promotion de la cohésion sociale. Et donc, à ce titre, Madame la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale ne pouvait pas rester à marge de cette activité. Elle nous a demandé de venir pour dire aux initiateurs de ce mouvement que le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale reste à leur disposition pour les accompagner dans leurs activités pour la promotion de la paix dans notre pays. En plus du docteur Kam Olé, représentant la ministre Mariatou Koné, la cérémonie de lancement des activités du MVCRCI a enregistré la participation des autorités politiques de la commune de Trècheville. Message de paix également véhiculé lors du passage de l'équipe de production de Bonjour Tour. Grand Bassam a éclaté de rire lorsque les humoristes se sont succédés sur la scène. Les populations ont également compris l'importance du vivre ensemble. C'est ce que nous dit Koné Pargassoro. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, ville historique et patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI et humoristes ont déposé leurs valises. Vous êtes assis l'un près de l'autre. Qui sait qui est son voisin réellement, d'où il vient? Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on retient, c'est l'Ivoirien, c'est l'Ivoirienne. Ce sont ces peuples frères qui vivent avec nous. C'est ça aussi, Bonjour. Le public, sorti nombreux, s'est réjoui d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. Je dois vite aujourd'hui, là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ri jusqu'à, j'étais vraiment épaté. On remercie M. Koné
En tout cas, c'est un homme de joie, un homme de paix. Très satisfaite. Si l'année prochaine pouvait revenir encore, ça va beaucoup me faire plaisir. Ça a été vraiment un grand rassemblement de paix et voir toutes ces différentes ethnies regroupées dans un seul endroit, c'est vraiment un signe que Bassam est parti pour une grande fraternité. L'initiateur, Kone Moussa, directeur de société, adjoint au maire et parrain de Bonjour Tour à Bassam, s'est dit heureux de la forte mobilisation des populations de la ville balnéaire. Il avait à ses côtés la reine-mère de Mossou, les chefs traditionnels, les élus et cadres de Grand Bassam. C'est une opportunité que les Bassamois ont eue, aussi bien que moi-même. Nous les voyons à la télévision. Aujourd'hui, on les voit comme tout le monde. Il y a une ambiance fraternelle et le public était là nombreux. C'est bien recueilli de cette rencontre. Les gens sont heureux. C'est tout ce qu'on cherchait. Après Biankouma, le 16 janvier dernier, équipe de production et humoristes seront à nouveau à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Mans, le vendredi 5 février. À Toulepleu, le samedi 6 février et à Guiglo, le dimanche 7 février prochain. Objectif, apporter de la joie et du sourire aux populations de ces communes en ce début d'année 2021. Fin de ce coup d'œil sur l'actualité nationale. On se retrouve à 7h. Merci beaucoup à Régis Kofi pour le point de l'actualité. Et j'aime bien le gilet, surtout la couleur et tout. Et donc vous avez compris que... Oui. Voilà. Oui. Ça ne met pas des balles. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est pas de l'Afrique. Non, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, attends. La texture, on peut en juger même. Non, mais oui, je peux confirmer, Et oui, Alix confirme. Toutes les personnes sur ce plateau, oui, on fait quand même des efforts pour être ajustés à l'intérêt que l'on porte à nos C'est quand même la RTI, quand même. Merci beaucoup. À la suite avec du fitness. Vous êtes fait prendre en sandwich. Et je n'ai même pas voulu commenter. C'est mieux. À tout à l'heure, Régis, peut-être avec un autre gilet. Allez, on part au sport et c'est fitness à vous proposer maintenant. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de fitness santé dans Matin Bonheur. Pour tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, je vous conseille de faire cette séance au moins 2 à 3 fois par semaine. Pour ceux par exemple qui fument, qui ont des problèmes au niveau des voies respiratoires, ces exercices sont indiqués pour vous pour améliorer vraiment tout ce qui est système cardiovasculaire. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à mieux respirer et à retarder la fatigue. On fera des élévations de genoux. On fera des jacks. On fera des ciseaux. On fera des genoux à droite et à gauche. Vous êtes prêts? Commencez doucement. Courez sur place. Préparez-vous mentalement. Très bien. Mouvement 1, talon fesse. Levez. Et courez sur place. Respirez. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, jack. Ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez. Levez coude. Séparez les jambes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Genou. Côté droit. « 10 secondes. « 4, 3, 2, changez. Dos droit, genou haut. 10 secondes. 4, 3, 2, ciseaux.
Super entraînement. Tenez bon. Il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, marchez. Super travail. Beau travail. Est-ce que vous avez senti le rythme cardiaque monter? Est-ce que vous avez senti votre cœur actuellement qui bat fort? Eh bien c'est ça, le système cardiovasculaire. On améliore tout, on dégage les voies respiratoires, on apporte de l'oxygène. Et ça va vous permettre de retarder la fatigue et d'être beaucoup plus endurant durant toute la journée et même dans votre vie. Stop, montez les bras, tirez, inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, montez, tirez et soufflez. Beau travail. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. J'espère aussi que vous avez transpiré comme moi. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Améliorer son système respiratoire, c'était ici les exercices effectués par le coach AT pour nous emmener à avoir une bonne santé, surtout en cette période de pandémie. Il faut pouvoir prendre soin de ces organes-là en particulier. Alors, lui, il prend soin de feuilleter tous les journaux très tôt le matin, sinon tard dans la nuit, pour vous apporter l'essence même et vous inciter surtout à lire et encore lire. C'est la revue de presse. Il est avec nous, Renaud, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour. Alors, première information pour commencer, il y a eu Conseil des ministres hier. Oui, comme à l'accoutumée, au cours de cette rencontre présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, plusieurs sujets relatifs à la vie de la nation ont été passés en revue. Parmi ces sujets, il y avait notamment celui des législatives, pour lesquelles les règles ont été précisées selon Fraternité Matin. Et selon ces règles, la campagne électorale de ce scrutin s'ouvrira le 26 février 2021 à 0h et se refermera le jeudi 4 mars 2021 à minuit. À l'occasion de cette campagne, souligne le quotidien pro-gouvernemental, tous les candidats auront un libre accès aux médias publics. Et autre information, une deuxième école de police sera construite à Korogo. C'est l'une des annonces faites hier par le porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres. Selon le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, cette deuxième école de police, après celle d'Abidjan, va permettre d'étoffer l'effectif de la police nationale en le faisant passer de 19 993 actuellement à 26 701 agents. Nous dit-on, loin des clameurs et agitations politiciennes, le chef de l'État continue de bâtir. C'est ce que barre à sa une Le Patriote. Selon le confrère, le président de la République reste focus sur ses objectifs de développement, peu importe ce qui se passe dans le pays. Et pour marquer cette détermination du numéro 1 ivoirien qui a fait du développement de la Côte d'Ivoire sa priorité, le confrère reprend à son compte l'une des décisions du Conseil des ministres d'hier relative à la construction prochaine de 11 ponts métalliques au profit de zones rurales. Retrouvez dans Le Patriote d'aujourd'hui les régions concernées par ces projets. Et on retourne en politique avec le PDCI qui aurait les moyens pour remporter les législatives du 6 mars. C'est ce que dit M. Kobenanta Thomas dans le nouveau réveil de ce jour. Selon ce vice-président du parti septuagénaire, les atouts du PDCI-RDA et les chances de victoire sont réels. Il indique notamment que ces législatives donneront la preuve de la présence du PDCI dans le champ politique national ou encore que dans la région du Gontougo, la bataille des législatives sera très relevée, mais son parti l'emportera. Et l'expression, dans son numéro de ce jour, revient sur l'un des faits marquants de la présidentielle du 31 octobre dernier. Le confrère s'intéresse à la désobéissance civile lancée par l'opposition à l'occasion du dernier scrutin présidentiel ici en Côte d'Ivoire. Et le confrère revient sur les dessous de cette opération dont le bilan matériel et humain est assez lourd. À en croire l'expression, les jeunes qui ont été les acteurs majeurs de cette opération sont en colère contre leurs parrains.
Et l'information se répand de plus en plus, menaces terroristes sur la Côte d'Ivoire. Soir Info apporte des compléments d'information. Oui, Soir Info fait de grosses révélations sur les plans des terroristes contre la Côte d'Ivoire dans son numéro de ce jour. Et ces révélations, ce sont celles d'un spécialiste des questions d'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Selon Mamadou Sawadogo, les terroristes d'Al-Qaïda qui menacent la Côte d'Ivoire et le Bénin sont infiltrés dans ces deux pays depuis plus de 2 ans à travers des cellules dormantes. Ce chercheur recommande aux États de privilégier une réponse régionale plutôt que les réponses individuelles qui sont très peu productives. Et on termine avec ce sujet, enseignement technique et formation professionnelle. Le calendrier des examens scolaires de cette année est disponible. Tout à fait, ce calendrier est disponible dans l'Inter de ce jour et selon ce calendrier, les inscriptions pour les différents examens de l'enseignement professionnel et technique ont débuté depuis le lundi 1er février, se poursuivront jusqu'au vendredi 19 mars 2021. Plus de précisions dans l'Inter. Il faut rester assidu pendant cette période scolaire pour pouvoir sourire au sortir de ces examens. Merci à Renaud. On se revoit demain pour terminer cette semaine. Alors nous, on va partir tout de suite pour notre petite capsule WhatsApp pour découvrir la routine d'un des vôtres. Coucou, matin bonheur, que Dieu vous bénisse. Je suis la chanteuse Sandy l'Étoile. Merci pour cette opportunité que vous me faites de parler de mon quotidien. Moi, tous les matins quand je me réveille, il est très important pour moi de prier. Je rends grâce à Dieu pour le saut de vie qu'il m'accorde tous les jours, tous les matins. Et ensuite, j'écoute la musique. Pendant que je fais mes tâches ménagères, j'entretiens la maison, tout et tout, parce que j'aime beaucoup écouter la musique. Si je ne suis pas en train d'écouter la musique, c'est que moi-même, je suis en train de chanter. Oui, effectivement. Voilà, et après ça, je prends un bon bain, et puis je vais maintenant pour mes tâches quotidiennes. Merci. Voilà, merci pour toutes ces informations sur le rituel matinal. Il y en a comme ça qui se lèvent avec de la musique, avec de la chanson, voilà, pour se permettre d'être à l'aise et d'être bien surtout dans la tête. Et puis continuer comme ça à nous faire parvenir vos différentes vidéos WhatsApp. Nous partons avec notre premier sujet. On va commencer nos échanges avec nos invités et on parle bien sûr espace vert dans quelques secondes. Nous tient à cœur aujourd'hui, plus précisément la mangrove qui subit malheureusement des destructions et cela constitue véritablement un danger pour l'écologie et la population ivoirienne même en général. On fera l'état des lieux avec le docteur Ouattara Mevanli qui est spécialiste des plantes aquatiques que vous découvrez maintenant avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Merci. Alors on parle de la mangrove. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une mangrove ? Bien avant, je retiens mes remerciements à la RTI. Ça fait la deuxième fois que je passe à cette émission. C'est un plaisir de vous Donc, il faut dire que la mangrove, c'est une forêt très particulière qui pousse dans les zones intertidales, c'est-à-dire les zones qui sont situées entre le niveau haut et le niveau bas des marées, donc dans le balancement des marées. Donc, c'est une forêt qui se caractérise par la présence particulière d'espèces d'arbres qu'on appelle les paludiviers. Donc, c'est un écosystème qui se développe dans les eaux saumâtres, des zones littorales, des régions tropicales et subtropicales, principalement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, dans l'Asie du Sud-Est, et puis dans une partie de l'Amérique, de la Floride jusqu'aux côtes brésiliennes. D'accord. Oui. Alors, précisément, en Côte d'Ivoire, dans quelle ville, dans quelle région? En Côte d'Ivoire, en fonction de la position géographique, on distingue deux types de mangroves. Nous avions, à partir du Sud-Est, à Sini, jusqu'à Fresco, au centre, bien sûr, du littoral, on a les mangroves dites lagunaires. Elles se développent vraiment le long des lagunes Potou, Ébrié, Aguien, le long du complexe lagunaire de Grand Laou. Et donc, on les retrouve aussi également au niveau de l'estuaire des fleuves Komoué, de la rivière Mé, et puis du fleuve Bandama. Quand, à partir de Fresco, jusqu'à dans le département de Tabou, dans le sud-ouest, on rencontre les mangroves dites d'estuaire.
Donc, elle se développe autour de l'estuaire des grands fleuves, notamment le fleuve Sassandra, le Cavali, et puis des courts fleuves dans le fleuve de San Pedro. J'ai envie de vous demander, quelle est l'importance de ces mangroves-là dans l'écosystème? Les mangroves, vous saviez, les mangroves, c'est les écosystèmes contre écosystèmes qui fournissent des services écosystémiques pour la population. Il faut entendre par service écosystémique les avantages, les bénéfices que les populations tirent de ces forêts. Et donc, de ce fait, la mangrove fournit 4 types de services écosystémiques aux populations. Nous avons le service d'approvisionnement. Vous savez, les populations pêchent, donc vont avoir accès aux poissons, aux crustacés qui sont dans les eaux sous les palutiviers. Et également, vous savez, par l'incapacité de certaines populations à s'offrir des sources d'énergie modernes comme le gaz, ils vont prélever le bois de palutivier qu'ils utilisent comme bois de chauffe pour la cuisson des mers. Et il y a aussi les services de régulation. Les mangroves sont un véritable puits de carbone. Avec la capacité de sécrétion du carbone, ils arrivent quand même à participer à l'atténuation du réchauffement climatique que le monde connaît aujourd'hui. Les mangroves assurent également la protection des côtes contre l'érosion, les inondations. Et donc, il y a aussi un service de purification des eaux. Vous savez, les mangroves seulement sont situées aux embouchures, qui est l'intermédiaire entre les fleuves et la mer. Donc, tous les polluants qui sont entraînés pendant la crue des fleuves sont bloqués, stoppés par le système racinaire de ces palutiviers-là. Et donc, ça permet de purifier l'eau en vue d'empêcher la pollution des eaux lagunaires comme des eaux marines. Et il y a aussi des services culturels. On pourrait se balader, pratiquer la pêche de loisirs. C'est aussi des sites d'écotouristes. Et la mangrove aussi assure des services de soutien. Parce qu'il faut reconnaître que les mangroves sont vraiment un habitat, un refuge pour une faune aquatique très diversifiée. Et justement, quels sont les animaux qu'on retrouve dans les mangroves? On peut trouver les mangoustes, les mangroves, effectivement. OK. Voilà. Et donc, il y a un tas d'espèces de faune aquatique, les mammifères aquatiques. On les en trouve dans les eaux des mangroves. Bien sûr. Alors, ces services écosystémiques dont vous parliez à l'instant, est-ce que ces services sont vulgarisés en Côte d'Ivoire? Effectivement, il faut dire que les services sont vulgarisés à travers la publication des richesses, les publications scientifiques. Donc, quand on lit les publications scientifiques, on en trouve des informations venant. Mais il faudrait quand même toujours accentuer la vulgarisation de ces connaissances-là. Parce que les populations aujourd'hui ne connaissent pas l'intérêt ou bien l'importance que les mangroves jouent dans la production des pêcheries côtières. Si elles connaissent l'importance de ces mangroves-là, elles vont s'impliquer davantage dans la conservation de ces mangroves. Et justement, comment s'impliquer dans la conservation de ce patrimoine naturel finalement? Il est important de mettre en place une politique de gestion durable qui va se développer autour d'une équipe pluridisciplinaire. La mise en place de cette stratégie doit tenir compte de certains points. Il faudrait qu'on actionne des activités de sensibilisation, comme on a tantôt signifié. Oui. Les populations doivent être informées du fait que la conservation de cet écosystème-là est pour leur bien-être, parce qu'elle renferme la faune, les poissons et les crustacés qui rentrent dans leur alimentation. Donc, une fois qu'elles sont informées du fait que leur présence est un bienfait pour eux, ça peut les impliquer davantage. Donc, il faudrait faire des actions de sensibilisation. Il faudrait aussi s'orienter vers les activités socio-économiques, génératrices de revenus, pour freiner la surexploitation des mangroves. Parce qu'il faut occuper les populations à autre chose, pour ne pas qu'ils fréquentent régulièrement les mangroves. Donc, c'est à nous, quand même, aux décideurs, dans ces localités-là, riveraines de ces mangroves-là, occuper la population à travers certaines activités. Il faudra aussi promouvoir l'initiative des programmes de recherche. Il y a, comme on appelle, la régénération assistée des mangroves. À travers la propagule de cette espèce de palutivier-là, on pourrait reconstituer de façon artificielle cet écosystème-là. Voilà. Donc, il faut aussi définir le rôle des ONG, la place de toutes les parties prenantes. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui doit être mise en place afin que
nous sauvons les mangroves. Ok. Alors, ce que vous êtes en train de donner là, ce sont les solutions, hein, parce qu'on parle de destruction de la mangrove. Alors, aussi dans ce que vous avez dit, il y a peut-être cette méconnaissance-là de cette entité de notre pays qui fait qu'aujourd'hui, on a cette disparition-là. Quelles sont les autres causes principales que nous avons? Il faut dire qu'à travers le monde, les causes sont nombreuses. Oui. Particulièrement en Côte d'Ivoire, nous avons l'urbanisation. C'est qu'à travers l'aménagement inadapté des zones adjacentes, les rives, les mangroves sont détruites pour construire des habitations. Donc c'est un facteur qui anéantit le développement de ces mangroves. On a aussi la pêche par empoisonnement des eaux. Et il y a la pollution industrielle, la pollution domestique. Et tout ça, ce sont des facteurs qui amenuisent en tout cas la survie de ces mangroves-là. Voilà. Donc il y a tout un tas de facteurs qui sont à l'origine de la destruction, de la perte des paltuviers. Alors, docteur, tout à l'heure, hein, quand vous ébauchiez les solutions pour pouvoir préserver les mangroves, cet écosystème, vous avez vraiment mis le point sur la sensibilisation. Hélas, sous nos tropiques, la sensibilisation, des fois, porte pas. Peut-être que c'est la peur qui fait finalement agir. Qu'est-ce qu'on encourt à détruire les mangroves? Peut-être que ça fera l'effet déclic. Ah oui. Bon, comme on l'a dit, nous avons aujourd'hui le phénomène ou bien le réchauffement climatique, qui est un phénomène mondial. Et sur nos tropiques, on constate qu'il y a la chaleur qui est vraiment de grande intensité. Donc c'est à nous, comme on a dit, les scientifiques, les décideurs, les populations locales et tout le monde qui doit en fait s'engager véritablement à ce que nous percevons l'importance de ces paltuviers-là dans, je peux dire, l'atténuation du réchauffement climatique. Donc, comme on l'a dit, les actions de sensibilisation doivent en fait être très impliquées toutes les parties prenantes. Docteur, ce que je voudrais peut-être qu'on fasse ressortir, c'est vraiment l'impact direct que cette destruction-là aura sur les populations. Parce que quand on vous dira que vous ne pourrez plus avoir de poissons dans tel nombre de temps, c'est clair que ça fera réfléchir. Oui, mais c'est tout à fait normal. S'il n'y a plus de poissons, je pense qu'il y aura la sécurité alimentaire qui est menacée. Voilà, donc la sécurité alimentaire est menacée. Donc, c'est tout à fait normal qu'on a tous l'intérêt à ce que cet écosystème-là survive. Voilà. Donc, il y a aussi les activités qui vont être dégradées, les socio-économiques qui vont être dégradées. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui vont être connus. On n'aura plus de tourisme local? Non, je ne pense pas que... Parce que, en fait, dans les pays où les mangroves sont préservées, les tourismes qui s'effectuent dans cet écosystème-là sont une véritable source de revenus pour les pays. Donc, il faudrait les préserver. Comme on a dit, tous les services écosystémiques qu'on a énumérés, en tout cas, sont des atouts pour rehausser l'économie de nos pays. Et ce serait bien pour la Côte d'Ivoire. Oui. Et docteur, et ces mangroves-là, c'est des êtres naturels qui prolifèrent naturellement. Est-ce que l'action de l'homme peut emmener à pouvoir les dupliquer ailleurs plusieurs fois? Effectivement. Les mangroves, comme on l'a dit, c'est la composition d'espèces de paltuviers. Les paltuviers, c'est des espèces, comme on a dit, en Côte d'Ivoire, les mangroves ivoiriennes sont pauvres, très pauvres, comparativement aux mangroves, les 60 espèces qu'on a recensées dans les mangroves du monde entier. C'est pour ça qu'il a lieu même de les préserver. Nous avons 3 espèces de paltuviers qu'on a recensées dans les mangroves de Côte d'Ivoire. Donc, vu la dégradation de ces paltuviers dans les mangroves, il y a lieu de reconstituer ces mangroves-là à travers la régénération assistée. Donc, on a les propagules qu'on peut cueillir et regarder, faire une prospection pour voir les endroits qui sont favorables à leur recolonisation et puis les planter le long des rives et assister à ce que la mangrove puisse être reconstituée. À l'instar de la reforestation, c'est possible de le faire. On verra aussi comment pouvoir dupliquer les mangroves sur des écosystèmes adaptés. Oui. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Merci.
L'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite et maintenant, à commencer par le football, championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021. Là, on connaît déjà l'affiche de la finale, ce sera Mali-Maroc. Le Maroc a surclassé le Cameroun, pays hôte, 4-0. Les Aigles maliens ont quant à eux remporté le derby ouest-africain face à la Guinée en s'imposant 5-4 lors de la séance des tirs au but. 0 but partout à l'issue de la prolongation. Suivant. L'enjeu a pris le pas sur le jeu. Alors qu'on s'attendait à un match spectaculaire entre le Mali et la Guinée en demi-finale du CHAN 2021, l'on a plutôt vu une rencontre très tactique et physique. Fautes graves, blessures et buts refusés par la VAR, c'est le résumé parfait de la première période entre Aigle et Sili National. La Guinée fait déjouer le Mali qui partait pourtant avec la faveur des pronostics. Les Aigles n'ont pas pu produire leur jeu habituel et ne font que balancer les ballons. Les meilleures occasions sont à l'actif des joueurs guinéens qui ne sont pas parvenus à ouvrir le score. Le derby sous-régional entre Maliens et Guinéens est loin de trouver un vainqueur au cours du temps réglementaire 0-0. Il faut attendre les tirs au but pour voir les Aigles plus adroits l'emporter 5-4. Cette victoire qui propulse les Maliens en finale du CHAN, la deuxième de leur histoire, est la seconde consécutive après celle acquise en quart de finale devant le Congo-Brazzaville. Les hommes de Diané trouveront en finale dimanche le vainqueur du match Maroc-Cameroun. Et ce sera le Maroc. En République démocratique du Congo, Christophe Mozo, un partisan du président Félix Tshisekedi, a été élu à la tête de l'Assemblée nationale. Il était jusqu'ici président du bureau provisoire. Le poste de premier vice-président revient à Jean-Marc Kabounda. L'armée sénégalaise mène depuis une dizaine de jours des opérations militaires de sécurisation face aux indépendantistes de Casamance qui luttent depuis 1982 pour l'indépendance de la région méridionale du Sénégal. Depuis le début des opérations, le 26 janvier dernier, c'est un silence total. Mercredi, l'armée a donné l'assaut sur 3 bases indépendantistes après plusieurs heures de pilonnage. Les combattants du MFDC ont fini par abandonner leur cantonnement pour s'évanouir dans la nature. Aucun bilan n'a jusqu'ici été publié. Abandonnés par leurs parents, des centaines de bébés cormorans du Cap, une espèce menacée, ont récemment été sauvés à la pointe sud de l'Afrique. Un long cou, un plumage noir avec parfois une tache claire sous le bec. 1800 jeunes spécimens ont été ramenés courant janvier par bateau de l'île de Robben Island vers une clinique pour oiseaux de mer. L'opération était délicate. Près de 900 poussins sont morts pendant le transport ou dans les premiers jours après leur arrivée. Il en reste un peu plus de 1100 aujourd'hui. Le président George Washington et Abraham Lincoln et le missionnaire espagnol Junípero Serra ne sont plus en odeur de sainteté à San Francisco. Le conseil des écoles de la ville a décidé de débaptiser 44 établissements portant le nom de personnalités selon lui associées au racisme, à l'esclavage ou à la colonisation. Cette mesure, qui a suscité une vive controverse localement, remonte à la création d'une commission chargée de réviser les noms des écoles publiques en mai 2018, avant les manifestations liées au meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, manifestations qui ont occasionné la destruction de plusieurs monuments. Le nouveau président américain, bien décidé à tourner la page Trump, a signé mardi 3 décrets sur l'immigration. L'un d'entre eux prévoit un groupe de travail destiné à identifier et à localiser les quelques 600 enfants migrants qui restent séparés de leurs parents. Je ne fais pas une nouvelle loi, j'élimine des mauvaises politiques, a-t-il déclaré en paraphant ces documents dans le bureau ovale. En France, la vigilance reste de mise. En 24 heures, 26 362 personnes ont été testées
positives au coronavirus hier. Ce chiffre est le deuxième plus élevé sur le mois écoulé. Le taux de positivité sur la semaine écoulée est quasi stable à 6,7%. Le nombre de décès à l'hôpital s'établit à 358 en 24 heures, un niveau supérieur à la moyenne des 7 derniers jours. Jeux Olympiques 2024, la Tour Eiffel s'offre une cure de jouvence et change de couleur. À presque 132 ans, la Dame de Fer va retrouver la couleur jaune-brun voulue par Gustave Eiffel en 1907. Cette opération chiffrée à 50 millions d'euros, plus de 32 milliards de francs CFA pour une fin programmée en novembre 2022. Réaction. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, c'est que la couleur de la tour a évolué. Elle a été rouge en 1889, minium de plomb, pour protéger le métal. Dès 1892, Gustave Eiffel, donc 3 ans après la construction de la tour, il change complètement la teinte. Il abandonne la couleur rouge et commence à la repeindre dans des teintes ocrées. Ça va donner un côté un peu plus gold à la Tour Eiffel au moment des JO. Ça lui donne un petit coup de rajeunissement par rapport à la couleur qu'on avait l'habitude de voir. C'est pas révolutionnaire, mais quand il y a un beau ciel bleu sur Paris, eh bien on voit vraiment un peu des effets presque un peu métalliques, brillants, et ça lui donne vraiment une cure de jouvence. Si on voulait tout décaper, il nous faudrait à peu près 15 ans. Et donc, voilà, je pense que les visiteurs, ils ont besoin de pouvoir venir à la tour. Et donc, on y va petit à petit. Et puis ensuite, on attaquera, au moment des autres campagnes, les autres arcs également. Très belle journée à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Régis Kofi, qu'on a eu plaisir de revoir avec son sourire et son gilet aux couleurs comme... Déjà parti, c'est pas bien grave. Je vais l'attendre le lundi. Exactement, car demain on recevra Mr. Friday. Alors, nous, on va marquer une petite pause et puis placer l'assiette au centre pour y décrypter ce qu'il y a à l'intérieur, dans la bonne assiette, bien sûr. Peut-être de l'huile. Sous le parrainage du docteur Eugène Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et de M. Kofi Nguessan Lataille, secrétaire d'État chargé de logement social, la Musarti, mutuelle sociale des agents de la RTI, et Abidjan City Football Club organisent le tournoi doté du trophée Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, les vendredis 29 janvier et 5 février 2021 à 16h au stade de la haute fréquence de la RTI. Venons tous prôner ensemble les valeurs de paix et d'amour autour du football. La Musarti, au cœur du social pour le bien-être des agents de la RTI. Professionnels des entreprises et organisations, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres vous offre des formations diplômantes du niveau licence et master en diplomatie protocole relations internationales, en ingénierie fiscale, en management de la commande publique, en management sanitaire et gouvernance hospitalière, en management qualité, sécurité et environnement, management des projets, management des organisations, ressources humaines, management des organisations scolaires et un DBA. Le Camp PC vous offre aussi des certificats et des séminaires. Infoline, plus 225 27 22 44 49 46. Au Camp PC se joue le destin de nos États en matière de formation. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission et c'est Matin Bonheur que vous suivez depuis 6h25. Allez, nous sommes avec le docteur Yves Blanchard-Envaux, il est nutritionniste. Nous allons le recevoir, bien sûr, pour parler aujourd'hui du régime végétarien ou végétalien. Quels risques nous avons? Je pense que nous sommes déjà partis avec la réalisation, donc on va directement avec le docteur Envaux. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Top, c'est parti. Ben oui, effectivement. Alors, on parle de régime. Hein. Il y a plusieurs sortes de régimes. Aujourd'hui, on s'arrime à celui dit végétarien ou végétalien. Déjà, la différence entre les deux terminologies. Alors, il faut dire que le régime est végétarien ou végétalien. C'est un régime dans lequel certaines personnes vont être exclues.
certaines protéines d'origine animale. Par contre, dans le régime végétarien, certaines protéines sont acceptées. Certains produits tels que par exemple les œufs ou bien le lait sont acceptés. Alors que dans le régime végétalien, aucun produit d'origine animale n'est accepté. C'est-à-dire même pas de poisson, même pas d'œufs, ni de lait, ni de fromage, aucun de ces produits. Tout est végétal. Tout est végétal. Tout est végétal. C'est la différence. Alors, on va commencer avec le régime végétarien. Concrètement, on va aller dans ce que vous étiez en train de dire. Qu'est-ce que celui qui fait un régime végétarien ne doit pas consommer et doit consommer pour plus de compréhension? Alors, c'est un principe. Pour un régime végétarien, ils ont exclu la base des produits d'origine protéique d'origine animale. C'est-à-dire que pas de viande, pas de poulet, pas tout, voilà. Vous voyez? Donc, pas de poisson aussi, parce que c'est pas de poisson, c'est d'origine animale. Ok, effectivement. Certains tolèrent le poisson. D'accord. Certains tolèrent le poisson, voilà. Donc, il y a certains aussi qui, sur le poisson, les œufs et puis le lait, certains tolèrent soit le lait, soit les protéines du poisson ou bien. Donc, mais de manière générale, chez les végétariens, ils vont exclure un peu la plupart des protéines, à part ces protéines-là des œufs, du poisson. Donc, ils vont faire le mélange. Au niveau de la préparation des repas, ils vont substituer ces protéines-là, ces protéines qu'ils ont abandonnées, qu'ils délaissent, par des protéines d'origine végétale. Donc, alors, les produits d'origine végétale que nous avons, c'est ce qu'on appelle les légumineuses. C'est-à-dire qu'on a par exemple du haricot blanc, qu'on appelle le niébé, le haricot rouge. On a aussi du soja. Alors, il y a aussi un produit en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle le vandou. Ah oui, le vandou, c'est un peu comme du haricot, mais c'est un peu rond, un peu plus volumineux que le haricot. Il se produit un peu vers le nord. Voilà, le vandou, effectivement. Alors, ces produits ont des taux de protéines qui oscillent autour, ou bien qui équivalent un peu celui des protéines d'origine animale, comme le poisson, comme la viande. Seulement que, et la différence, c'est que les protéines d'origine végétale, c'est-à-dire que les protéines qui viennent, par exemple, du soja, ou bien du haricot, ou bien des lentilles, il y a ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est-à-dire que, normalement, lorsqu'on dit une protéine, c'est une association d'acides aminés. De même qu'on dit les glucides, c'est du sucre. Là-bas, c'est des acides aminés essentiels. Des acides aminés. Alors, ces acides aminés, du fait qu'elles sont d'origine animale, il y a la bonne disposition. Nous avons le corps humain est un peu animal. Donc, il y a déjà une disposition des protéines d'origine animale qui sont bien disposées que les protéines d'origine végétale. Et puis, alors, donc, lorsque ces personnes-là vont essayer de remplacer les protéines d'origine animale par les protéines d'origine végétale, il y a de petits dysfonctionnements que ces personnes doivent régler, notamment au niveau de la vitamine B12, qui est une protéine qu'on trouve chez les animaux, qu'on ne trouve pas chez le monde végétal, mais aussi une protéine qu'on produit à l'intérieur de nous. Donc, ces personnes qui veulent faire des régimes végétariens doivent savoir faire des combinaisons pour rattraper certains éléments qui perdent en choisissant les protéines d'origine végétale. Justement, c'est très bien exposé par rapport aux caractéristiques même du régime végétarien. Mais on a envie de se demander pourquoi adopter un tel régime pour un être humain en particulier? Quelles sont les raisons, les motivations? Bon, ça, ce sont des raisons qui sont propres. Souvent, c'est des raisons d'ordre culturel ou psychologique par rapport à quelque chose. Je ne sais pas vraiment les motivations, mais à ce choix, il est un peu risqué. Il est un peu risqué parce que souvent, ça s'accompagne de certains petits bobos, certaines petites maladies. Vous voyez, ces personnes qui font généralement ces régimes végétariens ou végétaliens sont souvent obligés de faire supplémenter par certains médicaments. Certains, effectivement, parce que souvent, il y a des déficits. Quand c'est mal adopté, alors, souvent, certaines personnes sont victimes de l'anémie. L'anémie parce qu'il faut savoir que le fer d'origine végétale est mal absorbé, est moins absorbé que le fer d'origine animale. Donc, il y a les risques d'anémie. Il y a aussi des risques de vitamine B12, comme j'ai dit, qui jouent un rôle important au niveau de l'organisme. Il y a ça. Mais il y a aussi des risques
de manquer de certains protéines donc essentielles, ce qu'on appelle l'acide aminé essentiel. Alors pour que ces personnes puissent compenser, il faudra que ces personnes fassent plusieurs combinaisons, c'est-à-dire que varier chaque fois l'alimentation. Vous voyez? Alors nous, ceux qui mangent la viande, par exemple, on peut manger par exemple des œufs, du poulet, de l'escargot, ou bien de la viande, du lapin, etc. Alors que chez eux, c'est un peu limité. C'est-à-dire qu'on a souvent quelques légumineuses, comme par exemple des flagellés peut-être chez eux, en Europe. Ici, on a ici le haricot, comme j'ai dit, le niébé. On a aussi le soja, et puis on a aussi le vendu dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, souvent chez eux, le régime, il est un peu, vous voyez un peu, il est un peu plus restrictif par rapport à nous autres qui mangeons, nous sommes omnivores qui mangeons un peu tout. Oui, oui. Voilà, c'est un peu... Alors là, vous êtes en train de nous donner les risques, hein. On peut dire des inconvénients. Est-ce qu'il y a des avantages? Si avantages, vraiment, on peut en avoir dans ce cas de figure-là. On bénéficie de quoi lorsqu'on est végétalien ou végétarien? Bon, alors, si on prend le risque, si on se dit par exemple que le risque de cancer, il est plus élevé chez ceux qui mangent plus de la viande que ceux qui mangent plus de végétaux, on dira par exemple que ceux qui mangent plus de végétaux ont moins de risque de faire un cancer, voilà. Moins de risque de faire un cancer que ceux qui mangent, par exemple. Mais à part ça, je ne vois pas d'avantage particulier parce que celui qui fait un régime végétarien peut aussi faire un diabète, il peut aussi faire une hypertension artérielle. Donc, je ne vois pas d'avantage particulier. Voilà, je ne vois pas d'avantage particulier, vraiment, ce que je oublie. Voilà. Mais je ne le conseille pas pour les personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas encore fini leur croissance. D'accord, c'est très important. Vous nous donnez un indicateur ici. Ce n'est pas à tout âge qu'on peut s'adonner à ce genre de régime-là. Il faut peut-être prendre en compte certaines dispositions. On va y revenir. Là, vous avez parlé tantôt de combinaison, parce que c'est sûr qu'on retire certains aliments on va dire, de sa nutrition, de son alimentation. Comment pouvoir effectuer des bonnes combinaisons pour rester toutefois en bonne santé, ne pas prendre trop de risques? Alors, il faut suivre un régime alimentaire et à base des produits que nous avons. Il faut suivre un régime alimentaire normal que généralement, ceux qui s'adonnent à ce type de régime, ils connaissent bien le système, ils savent comment ça marche. Mais souvent, alors, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle la monotonie. Voilà, c'est pourquoi on vous dit par exemple que, parce qu'en termes d'alimentation, en termes de nutrition, les protéines interviennent un taux un peu plus élevé, à tout de 15% au niveau de l'alimentation. Donc, il faut une quantité de protéines journalières pour une personne. On dit généralement c'est autour de 0,8 à 1 g de protéines par kilogramme de poids. Par exemple, pour celui qui a, par exemple, 80 kg, il peut par exemple manger par exemple autour de 75 g de protéines par jour. Donc, près de... Alors, donc vous voyez qu'il faudra faire des combinaisons. Un exemple du régime alimentaire. On peut faire un plat de riz aux haricots. Riz aux haricots blancs, du riz au niébé. Donc, c'est-à-dire que, alors, on fait, par exemple, on apporte les légumes et la base, le riz comme source de glucides, et puis le haricot comme la source de protéines. Vous voyez un peu. Donc. Mais souvent, pour atteindre le taux de protéines que nous atteignons. Par exemple, on dit que j'aimerais manger juste un peu de viande, un peu de poisson pour atteindre mon taux de protéines journalier. Mais chez eux, pour atteindre le taux de protéines, il faut qu'ils puissent manger un taux plus important de haricots. Donc, tout se définit à la quantité, finalement. La quantité, voilà. Souvent, il faut apporter une quantité plus importante pour atteindre la quantité que nous atteignons lorsque nous mangeons, par exemple, 150 g de poisson par jour, mais 250 g de poisson par jour. Donc, ils sont obligés, quand on fait du riz haricot, augmenter la quantité. J'ai 300 grammes. Pour atteindre, finalement, puisqu'ils sont réduits fortement. Voilà, il faut augmenter la quantité de haricots pour... Donc, riz aux haricots, ça passe normalement, ou bien riz aux lentilles. C'est intéressant. On peut faire un plat de riz avec l'épinard avec les lentilles, c'est un joli plat, c'est intéressant. J'en ai déjà mangé, c'est très intéressant. Les riz aux épinards avec les haricots, c'est intéressant. Le risque de grossir, docteur, il n'y a aucun risque. Les Ghanéens ont un repas qu'ils appellent du wanchi. Ou le wanchi, oui. À base essentiellement de haricots rouges. Oui. Du Ghana au Bénin. Donc c'est un repas comme ça, ça marche bien. C'est un bon repas, ça marche, vous voyez un peu. Donc, mais en fait, le risque, c'est d'éviter la monotonie. Parce qu'il faut que ces personnes jonglent avec plusieurs protéines pour bénéficier. Comme je vous ai dit, que le risque, c'est il y a ce qu'on appelle les acides aminés essentiels que nous devons apporter. Nous devons apporter qu'on trouve dans ces protéines d'origine animale, qu'on ne trouve pas forcément dans
les protéines d'origine végétale. Donc, on en trouve, mais pour qu'on puisse les déceler, il faut que ces personnes puissent faire plusieurs combinaisons. Mais docteur, vous parlez de monotonie. Est-ce que quelque part, on n'est pas limité lorsqu'on fait ce genre de régime? Bon, il faut quand même user d'une certaine ingéniosité parce que si vous avez, par exemple, on se dit par exemple que le régime végétarien ou végétalien va exclure les protéines d'origine, par exemple, animale. Donc, vous avez ceci, le soja. Vous avez les céréales. Bon, les céréales, ce ne sont pas des sources de protéines, donc ça, c'est des sucres. Donc, les sources de protéines, c'est ce qui a été enlevé. Ce qu'on peut prendre pour substituer la viande ou bien le poisson, il y a le soja, les lentilles, du niébé et le voindou, comme je vous ai dit, le voindou qu'on trouve au nord. Donc, vous avez par exemple ça, et puis bon, les flagellés, vous avez ça. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 sources de protéines que vous avez, contrairement à nous autres qui avons plus de 20 sources de protéines, vous voyez un peu. Donc, il faut que ces personnes-là qui vont choisir de faire ces régimes végétariens puissent faire, par exemple, des combinaisons. Vous voyez, des combinaisons. Par exemple, ce matin, il fait du pain avec du haricot, ça marche. À midi, il va manger, par exemple, un plat de riz avec, par exemple, des lentilles, ça passe. Le soir, il va, par exemple, faire un plat de soja, un peu de viande, parce qu'il y a un régime qui... Un peu de viande? Oui. Normalement, il n'a pas besoin, c'est juste pour le goût. Okay. Voilà. Parce que les deux équivalent, c'est-à-dire que le soja, la viande, ça peut pas, mais on met juste un peu ça. C'est une recette que je connais. On fait un peu du soja. Pour les végétariens? Ça passe. Non, excusez-moi. Non, c'est vrai. Vous avez voilà. D'accord. On pourrait faire, par exemple, une soupe de lentilles. Voilà. Une soupe de lentilles, effectivement. Voilà, une soupe de lentilles, simplement comme ça, bien assaisonnée. Voilà. Il ne faut pas tricher. Voilà, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Voilà, merci beaucoup. Donc, on fait une soupe de lentilles bien assaisonnée, bien intéressante comme ça, qui passe normalement bien. Voici une journée bien remplie. Ou bien, par exemple, s'il a envie de manger du foutou, il peut mettre du foutou, par exemple, et du haricot. On peut prendre le haricot, l'écraser le haricot normalement dans les légumes, là. Comme les légumes écrasés, bien, nous faire une bonne sauce de haricot qu'on pourra manger avec du foutou, normalement, ça passe. Une sauce d'haricot. Voilà, mais seulement que, souvent, du fait d'augmenter les taux, je vous disais tout à l'heure que pour avoir un taux de protéines équivalent à celui de la viande, il faudrait que ces personnes augmentent la quantité des légumineuses. Or, souvent, ces différents produits-là sont accompagnés de fibres alimentaires. Donc, souvent, ça apporte un peu quelques flatulences à leur niveau. Bon, c'est clair que si on est un végétarien dans le secteur, on saura d'où ça vient. Alors, pour en revenir à la quantité, vous avez parlé du fait que pour pouvoir équilibrer les dosages pour quelqu'un qui est flexitarien, qui mange donc de la viande, avec quelqu'un qui est végétarien, il faut doubler forcément la quantité. Le risque de prise de poids, il est minimisé ou on encourt toujours une prise de poids conséquente? Non, il y a toujours dit que la prise de poids, généralement, c'est dû à un problème de consommation en sel. De sel? Le sel, c'est ce qui fait grossir beaucoup. D'accord. Donc, si ces personnes-là font, même si on augmente la quantité, dans tous les cas, on ne pourra pas manger plus de 1000 kilos ou bien 3 kilos de haricots. En plus, c'est bourratif, hein, ce genre d'aliment. Juste une petite quantité. Et puis voilà, c'est juste, si ces personnes adoptent un régime végétarien, un régime peu salé, mais si on fait un régime végétarien qui est assez salé, alors vous allez voir qu'avec une rétention d'eau, alors ces personnes vont grossir. Il n'y a pas de risque particulier. Bien sûr. Alors, Alix a évoqué tout à l'heure l'âge. Est-ce qu'il y a un âge bien défini pour commencer un tel régime, ou à n'importe quel moment, ou en fonction de ce que nous avons comme pathologie ou comme maladie? Moi, je pense qu'il faut que la personne soit assez consciente. N'imposons pas le choix d'un régime à un enfant, un tel régime à un enfant. Il faudrait que la personne, à 16 ans, 18 ans, 20 ans, alors la personne a pris conscience un peu de son état, et puis bon, la personne s'oriente. Ça, c'est volontaire. En même temps qu'avant de s'orienter, la personne voit un peu tous les risques que ça peut comporter, mais il n'est pas conseillé d'imposer un régime végétarien à une personne. Vraiment, je ne le conseille pas. Il faudrait que ça soit un choix. C'est-à-dire que, vu un peu, on a vu les avantages et les inconvénients, puis la personne s'engage. Parce que si vous imposez un tel régime à une personne, qu'un jour la personne s'échappe, vous allez voir que ça sera difficile de contrôler la personne. Voilà. Donc, laissez la personne. Et puis, des personnes telles que des femmes enceintes, voilà, peuvent faire un break, c'est-à-dire qu'attendre un peu durant cette période de grossesse-là, revenir un peu à un régime normal, et puis peut-être après la grossesse, après l'accouchement, elles peuvent reprendre. Parce que il y a des déficits. Je vous ai dit tout à l'heure que les éléments clés qui peuvent manquer dans ce type de régime, c'est la vitamine B12 ou aussi les acides aminés essentiels qui sont très intéressants au niveau de la croissance de l'enfant. Donc, pour ces personnes-là, les enfants qui n'ont pas encore fini leur croissance, mais les femmes enceintes, maintenant, pour les personnes âgées, effectivement, ça peut
nous ne faisons pas un régime végétalien pour les personnes âgées. On dit qu'il serait intéressant pour une personne âgée de réduire la consommation de viande et de s'orienter un peu vers les régimes d'origine végétale, mais accompagné quand même de poissons. Voilà, mais pas forcément imposer un régime végétarien ou végétalien à une personne qui est du 3e âge. Non. Il faut faire très attention à ces indicateurs-là avant de se lancer dans une aventure nutritive familiale. Justement, pour des personnes qui atteignent peut-être un certain âge et qui décident du coup de changer leur orientation alimentaire avec tout ce qu'on peut entendre à la surconsommation, par exemple, de viande qui serait facteur de risque de cancer, quand on veut prendre soin de sa santé, quel est le préalable pour pouvoir préparer son corps avant de pouvoir abonder dans un régime végétarien mesuré, ajusté? Alors moi, je pense qu'on peut décider du jour au lendemain, mais il faut qu'on prenne d'abord le temps de comprendre dans quel régime est-ce qu'on sait. Voilà. Parce que je sais que ces personnes qui font ces régimes ne le font pas à tout vent. Ils prennent d'abord le temps de voir un peu et lire. Ah si, des fois, il y a des personnes, comme parler du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai mangé de la viande. Demain, à partir de demain, je prends la décision, la résolution de plus jamais manger. Est-ce que c'est la bonne attitude pour le corps? Moi, je pense que généralement, les personnes, avant de s'orienter sur un chemin, on prend le temps de mesurer les pour les contre. Les pour, les contre, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons atteindre, qu'est-ce que nous avons. On se pose plusieurs questions. Et puis, lorsque nous avons les réponses, que nous sommes bien convaincus de notre régime, alors on s'engage dans un tel régime. Mais il serait intéressant de s'approcher des spécialistes que nous sommes. Vous voyez un peu des spécialistes que nous sommes, parce qu'on a vu cette personne. Je prends un exemple. On a vu une dame qui a fait un tel régime, qui a été anémiée. Elle a été anémiée, une anémie très prononcée pour finir. Alors, on a vu par exemple que la créate au niveau du rein, la créate était montée, beaucoup ont pensé, les non-spécialistes ont pensé que c'était une insuffisance rénale, mais après plusieurs transfusions sanguines, nous avons vu que quand ils ont levé l'anémie, le rein s'est retrouvé. Donc souvent, quand on veut s'avancer d'un tel régime et qu'on ne maîtrise pas bien les contours du régime, alors on peut avoir certaines maladies comme l'anémie. L'anémie, voilà. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le fer d'origine animale, il est mieux absorbé que le fer d'origine végétale. Et ce sont des transitions qui peuvent s'avérer très dangereuses. Voilà, donc il faut souvent maîtriser un peu les contours. Approchez-vous un peu d'un nutritionniste, souvent un peu. Je vais m'engager dans un tel régime, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que vous me conseillez? Comment est-ce que vous aimeriez que j'aborde le régime? Alors, on a plusieurs éléments de réponse. On vous explique un peu, voici un tel régime qui existe, mais voici un peu quelques avantages, mais aussi faites beaucoup attention à tel élément pour ne pas que vous ayez à rentrer une certaine carence, parce qu'une carence à long terme, alors ça peut créer un problème qu'il faudra tout le temps résoudre. Alors, docteur, idéalement, pour rester toujours sur les âges et sur la segmentation, à quel moment une personne peut véritablement s'adonner à un régime végétarien sous surveillance? Non, on souhaiterait que déjà, lorsque la personne a fini sa croissance, au-delà de 20 ans, on a fini sa croissance, on est assez conscient, alors on peut s'engager. Mais il faudra que ça soit volontaire. Il ne faudra pas que ça soit poussé ou bien incité par une personne, ou bien par des éléments qu'on ne maîtrise pas. Mais il faudra que la personne finisse bien sa croissance, et maintenant, bien réfléchi, bien mûri, alors on s'engage dans un tel régime. Avec bien sûr les avantages et conséquences que nous avons. Voilà. On va peut-être voir l'inverse. On a vu ces personnes-là qui ont un régime normal, voilà, et qui deviennent végétaliens ou végétariens. L'inverse, comment ça va se passer? Comment on peut faire le retour? Qu'est-ce qu'il faut consommer? Comment est-ce qu'il faut consommer et tout? Si avant on était végétalien ou végétarien et on a envie de revenir à la normale. Alors, généralement, on commence tout un changement à petite dose. Donc, ça veut dire que nous, si nous étions, par exemple, végétariens, que nous aimerions venir un régime au niveau normal, alors on commence à faire des petites substitutions, vous voyez, parce qu'on ne change pas, on ne change rien de manière brutale. Alors, on essaie de faire des substitutions et puis on écoute son corps. Aujourd'hui, on commence par le poisson alors on commencera par le poisson avant d'atteindre la viande. On commencera par là, par le poisson, les œufs avant d'atteindre la viande. Et à chaque fois que nous allons prendre des décisions de faire rentrer de nouveaux aliments, ce que nous avons auparavant rejeté, alors il faut écouter la réponse du corps. Il faut écouter un peu comment est-ce que le corps l'a accepté après plusieurs années sans ces protéines d'origine animale, comment le corps l'a accepté. C'est au fur et à mesure que nous allons introduire d'abord le poisson, introduire un peu les œufs, introduire d'abord le lait avant d'atteindre par exemple la viande. Et puis la viande, on commencera par les chair les plus légers, le poisson, le poulet, etc. avant d'atteindre la viande de bœuf.
Ouais, donc c'est un peu comme ça. On introduit d'abord les premiers éléments et on écoute le corps, on écoute la réponse du corps avant de faire totalement un régime omnivore. Merci beaucoup, docteur. Effectivement, pour avoir ce genre d'initiative, il faut prendre toutes les informations idoines avant de se lancer dans ce genre d'aventure. Cela comporte des risques, mais aussi des avantages. Il faut peser le pour et le contre et puis faire le bon choix. On recevra dans quelques instants un professeur pour nous parler de vidéochirurgie. Et oui, comme dans tous les secteurs de la société, de la vie en général aussi, la santé est en mutation. Plusieurs nouvelles technologies pour pouvoir prendre soin des malades et surtout guérir de nombreuses pathologies. Aujourd'hui, on parle de la vidéo-endoscopie chirurgicale. On va savoir où en est notre pays, mais déjà essayer de définir ce que c'est que cette nouvelle technique-là. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'endoscopie chirurgicale? La vidéo endoscopie chirurgicale. Voilà, finalement, il y a dans cette terminologie la définition. Hein. C'est une pratique chirurgicale qui se fait avec l'image, donc la vidéo, et qui passe dans un endoscope qui permet de retransmettre avec une caméra l'image intracavitaire, ça peut être l'abdomen, ça peut être le thorax, sur un écran de télévision, hein, on dit moniteur, et d'opérer comme ça, sans avoir besoin d'ouvrir largement les cavités de l'organisme, par exemple l'abdomen, voilà, pour y regarder avec nos yeux. C'est cette mini-caméra, avec son endoscope, qui rentre dans l'abdomen, dans un tout petit orifice. Généralement, on a besoin de 10 mm, hein, ça ne fait que 1 cm, pour pouvoir donc retransmettre sur un écran de télévision l'image, et le chirurgien regarde l'image du moniteur pour pouvoir opérer. Alors évidemment, il va utiliser des instruments très fins qui vont entrer dans des trocars, puisqu'on les appelle ainsi, encore plus petits, 5 mm, 2 mm, et réaliser ainsi des interventions qui autrefois nous obligeaient à ouvrir largement l'abdomen, le thorax, pour regarder avec nos yeux l'intérieur du corps. Alors ça donne des notions nouvelles, c'est-à-dire que finalement, c'est ce que les anglo-saxons appellent minimalist access surgery, c'était la chirurgie à accès minimal, et forcément, comme c'est tout petit, c'est une chirurgie qui est très peu invasive, donc on dit que c'est une chirurgie mini-invasive, donc très peu traumatisante pour l'enveloppe corporelle. En tout cas, merci de signifier Voilà. très peu traumatisante. On allait en parler tout au long de ces échanges-là. Alors, à quel moment on a recours à une vidéo endoscopie chirurgicale? Bon, mais là, il y a des indications. Hein, il y a des indications. Parfois, on n'utilise pas cette technique. On imagine bien que dans les causes qui sont très volumétriques, là, les grosses tumeurs et tout ça, c'est pas adapté. Pour les petites choses, c'est adapté. Et puis, bon, il y a des indications. Les cancers très évolués. Voilà. Finalement, c'est une voie d'abord, hein, et ça fait partie de l'arsenal du chirurgien. Il utilise la vidéo-endoscopie chirurgicale quand cela est nécessaire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette technique révolutionnaire a envahi toutes les spécialités de la chirurgie. Et quasiment tout le monde essaye de faire en sorte que la chirurgie soit plus humaine, j'allais dire, moins agressive et mini-invasive. Donc les indications ne font que grossir dans toutes les spécialités chirurgicales. Justement, parlons de ces spécialités. Combien on a de spécialités de chirurgie et puis comment s'adjoigne cette nouvelle technique-là à la pratique? Écoutez, la technique, c'est un principe. Hein, donc maintenant, l'endoscope, on le fait rentrer là où on veut travailler. Alors, vous imaginez que les chirurgiens digestifs vont le faire entrer dans l'abdomen. Et là, on parlera de laparoscopie, de chirurgie laparoscopique, où les gynécos utiliseront plutôt le mot de chirurgie célioscopique. Bon, parce que déjà, à l'époque, ils faisaient des célios simples qui consistaient à mettre l'endoscope dans le petit bassin de la femme pour voir un peu les trompes, mais ils ne faisaient pas d'intervention.
Mais depuis qu'on est passé, grâce aux Japonais d'ailleurs, Olympus, aux interventions, on parle de chirurgie celluloscopique. Si c'est le thorax, on dit thoracoscopie. Bon, ainsi de suite. Mais les neurochirurgiens, et ça c'est... Les neurochirurgiens, maintenant, utilisent cette technique pour aller faire des interventions au niveau du cerveau. Alors qu'avant, on était obligé d'ouvrir la boîte crânienne. Maintenant, le petit endoscope va passer par la narine et se retrouver dans le cerveau. Vous voyez un peu ce progrès extraordinaire là. Moi, j'ai connu cette époque où on ouvrait la calotte crânienne pour opérer une tumeur. Maintenant, on le fait par des voies naturelles, voilà, et qui permettent finalement d'avoir un crâne intact. En neurologie, dans toutes les spécialités, en vasculaire, en cardiologie. Donc, toutes les spécialités utilisent cette technique-là pour être le moins agressif possible et finalement le plus efficace. Parce qu'avec une telle chirurgie, forcément, les résultats sont meilleurs, la guérison est plus rapide, le confort post-opératoire est meilleur et finalement, c'est ce que recherchent les malades. Hein, puisque la chirurgie elle-même est contre nature, moins elle sera traumatisante et plus elle sera acceptable par les patients. Moins traumatisante, efficace et tout. En combien de temps? La durée d'une telle pratique? D'une intervention. L'intervention. Bon, finalement, vous savez, la durée, c'est pas tellement ce qui nous intéresse, c'est comment on la réalise. Oui. On prend le temps, on prend le temps qu'il faut. En fonction de la pathologie. Est-ce que vous voulez me dire, est-ce que cette technique nous permet d'opérer plus vite que dans la chirurgie conventionnelle? Je dirais oui, puisqu'on gagne tout le temps de l'ouverture qu'on faisait de l'abdomen, par exemple, et de la fermeture. Parce que là, c'est quelques petits trous qui seront rapidement fermés. Et finalement, je prends l'exemple des vésicules, de la lithiase vésiculaire. Vous en avez entendu parler, hein, les calculs dans la vésicule. Oui, oui. On fait des cholécystectomies. Bon, si on le fait en chirurgie ouverte, bon, ça nous prend, quand on est rapide, hein, 1 heure sans problème. Mais avec la technique de vidéoendoscopie chirurgicale, en 15 minutes, 20 minutes, c'est réglé. C'est un gain impressionnant de temps. Voilà. C'est clair que le bien fondé de cette nouvelle technologie-là n'est plus à prouver, mais on aimerait peut-être aussi faire le point sur notre pays, parce que c'est ça qui nous intéresse. Où en est-on aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Écoutez, déjà, je peux vous dire qu'en décembre de l'année dernière, nous avons fêté les 20 ans de la pratique de la vidéoendoscopie chirurgicale en Côte d'Ivoire. Ah oui? Voilà, hein, parce qu'en réalité, c'est une technique qui a été introduite. Bon, je fais partie, je peux le dire, je suis quand même le pionnier de la technique en Côte d'Ivoire. Je l'ai introduite en 1999 en Côte d'Ivoire. Et au début, elle était balbutiante peut-être, mais ça fait 20 ans. Et alors, le développement de cette technique a été, on a fait quand même le bilan, a été véritablement appréciable. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, mais à l'époque, nous étions que quelques spécialistes. Maintenant, quasiment tous les chirurgiens ont accepté de faire la formation nécessaire, parce que là, il faut une formation. Hein. On ne passe pas de la chirurgie ouverte à la chirurgie celluloscopique, c'est une nouvelle gestuelle. Même du point de vue visuel, il faut développer sa 3e dimension, parce qu'on regarde un écran de télévision. Et quand on regarde un écran de télévision, au départ, il n'y a que la verticale et l'horizontale. Et il faut travailler donc la profondeur pour immerger dans l'image du moniteur et puis être à l'aise pour opérer. Et ça demande un temps d'heures d'entraînement, au moins 80 heures, hein, pour que le cerveau reconstitue la 3e dimension. C'est cet effort d'enseignement que nous avons aidé à faire en créant un institut de formation depuis 2002. Personnellement, j'ai formé plus d'une centaine de chirurgiens en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région, parce que j'ai quand même participé au développement de cette technique dans la sous-région. Donc, ça fait 20 ans. Mais la technique elle-même, elle est née il n'y a pas très longtemps. Hein, c'est finalement en 1987 qu'a eu lieu la première intervention de vidéoendoscopie chirurgicale proprement dite à Lyon avec mon ami Philippe Mouret. Et puis, après 1989, ils ont codifié les choses, mais nous, il nous a fallu quand même 10 ans pour commencer la technique en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça fait 20 ans. Et les statistiques maintenant qu'on a de la pratique de la vidéoendoscopie chirurgicale sont quand même impressionnantes. Je viens de demander mon 3e agrégé que j'ai nommé. On est à
plus de 7000 interventions en chirurgie digestive avec cette technique. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire est quand même assez bien évoluée. Oui. On peut dire qu'on est fiers aujourd'hui de mettre... Mais écoutez, moi je suis surtout fier de tous ceux qui m'ont suivi dans cette aventure et qui aujourd'hui ont une dextérité, une technicité qui fait ma fierté. Et je ne regrette pas de m'être lancé à l'époque dans cette technique en 1999, quand je faisais la première intervention de vidéo-endoscopie chirurgicale en Côte d'Ivoire, au CHU de Treichville. Alors c'est sûr que, professeur, avec ces 20 années en arrière, cette pratique est beaucoup plus utilisée. Mais est-ce qu'elle est vulgarisée? Parce que nous-mêmes, nous sommes très étonnés de savoir qu'elle date dans notre pays. Mais voilà, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. On a l'impression que ça se passe dans des espaces très fermés. Oui. Exactement. Et ça reste très lointain. On n'en parle pas suffisamment. Mais vous nous donnez l'opportunité aujourd'hui d'en parler. Et les Ivoiriens seront très étonnés de savoir que ça se fait. Alors, c'est au quotidien que je vois des... Alors ça, c'est dans la chirurgie de l'obésité, c'est vraiment le top. Hein, je suis étonné de voir beaucoup de personnes dire « Ah, est-ce qu'on fait de la chirurgie de l'obésité, la chirurgie bariatrique en Côte d'Ivoire ?» On a des statistiques qui dépassent, pour certains chirurgiens, sans anneau gastrique, sans sleeve gastrectomie. Ça se fait, mais on n'est pas au courant. Mais je dirais même jusqu'à dire que dans un même bloc et dans un même CHU, les spécialités sont tellement compartimentées qu'on ne sait pas toujours ce que l'un et l'autre fait, sauf les anesthésistes, puisque eux, ils en nomment les malades de toutes les spécialités. Bien sûr. Alors, on est habitué à faire des examens, on a des dispositions à prendre. Concernant la vidéo-endoscopie chirurgicale, quelles sont les dispositions à prendre le préalable avant un tel examen? Ah oui, bon, c'est vrai que là, il y a un bilan particulier qui doit être fait. D'abord, le bilan de base pour toute intervention chirurgicale. On veut être sûr qu'on opère un malade qui va pouvoir quand même résister au choc ou au traumatisme chirurgical. Parce que quand on est opéré, quand même, on est agressé. Hein, voilà. Donc ça, c'est la base. Mais maintenant, cette technique fait que, par exemple, en chirurgie digestive, on va injecter dans l'abdomen du gaz médicalisé, en fait, c'est du CO2, on va créer ce qu'on appelle un pneumopéritoine. Alors, compte tenu du fait qu'on crée un pneumopéritoine qui peut créer un certain nombre de problèmes, il y a des examens aussi qui doivent être faits, et puis il y a aussi un monitoring pendant l'intervention qui est tout à fait spécifique à la chirurgie, la vidéo-endoscopie chirurgicale. Bon, c'est vrai que, pour répondre à votre question, il y a un bilan qui est spécifique, enfin, qui l'est par rapport à certains dangers possibles de cette technique, et il y a surtout une surveillance post-opératoire aussi qui est spécifique à ce type de chirurgie. Alors, professeur, avec les 20 années d'intervention de cette nouvelle pratique ici, on peut dire que c'est relativement jeune par rapport peut-être à d'autres cieux. Est-ce qu'il y a des avancées par rapport... Écoutez, l'Europe, c'est 32 ans, et nous, c'est 20 ans. Il y a quand même un petit gap. Est-ce qu'on est oui, au même c'est un niveau? gap de 10 ans, 12 ans. Voilà. Est-ce qu'on est au même niveau? C'est ce que j'ai envie de savoir, parce que ce serait bien de bénéficier de la même expertise sur tout le corps. Mais eux, ils n'ont pas arrêté leur progrès. Hein. C'est vrai qu'il y a ce gap, mais... ils vont peut-être un peu plus vite que nous. Voilà, c'est ce qui m'intéresse justement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On en est où au niveau des avancées? Qu'est-ce qu'on fait dans la recherche? Moi, finalement, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est une technique qui permet de faire des économies de santé. Et qui, pour le malade même, permet de faire des économies. C'est simple. Si, avant, pour la même pathologie, on vous opère, et parce qu'on vous ouvre le ventre, vous devez faire 10 jours d'hospitalisation, et qu'avec cette technique, opéré, vous ne faites que 2 jours d'hospitalisation, vous voyez immédiatement le gain que cela représente pour le malade. Maintenant, quand on va à une étape au-dessus, pour l'établissement hospitalier, bon, la rotation se fait beaucoup plus rapidement, on encombre moins les lits hospitaliers, etc., etc. Et même si on monte au niveau au-dessus, c'est vraiment une chirurgie qui permet de faire des économies de santé, et même on peut aller plus loin, de lutter contre la pauvreté. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ne considère pas cette technique comme une technique pour les riches, une technique de luxe. Justement, le coût de l'accessibilité. C'est ça, et je souhaiterais, et c'était ça un peu notre bilan des 20 ans, que maintenant, on puisse passer à échelle et que dans les hôpitaux, au moins les hôpitaux généraux de l'intérieur,
ce matériel-là puisse exister pour permettre à toutes les populations de pouvoir bénéficier de cette technique qui est moins agressive. Donc parlez-nous pour de le corps. l'état des lieux, docteur, parce qu'avec ce que vous venez de nous dire, c'est clair qu'il y a des zones qui sont pauvres de cette technologie. Mais écoutez, si vous prenez Abidjan, quasiment toutes les cliniques privées sont maintenant équipées. Il a fallu du temps pour les convaincre. Maintenant, sur Abidjan, c'est assez bien couvert. Mais on voudrait que, mais ça c'est une volonté politique, que les hôpitaux de l'intérieur soient équipés également de ce matériel pour que les moins, les plus démunis puissent aussi accéder. Voilà, parce que finalement la chirurgie, qui font partie malheureusement de ce la qu'on plus grande souhaite, c'est que tout le monde puisse accéder au même niveau, en tout cas aux mêmes qualités de la chirurgie. En tout cas, en 20 ans, cette économie de santé-là se fait sentir sur le terrain. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais ça, surtout dans les CHU, on le perçoit nettement. Et tout le monde, les directeurs d'hôpitaux se rendent compte que vraiment, c'est une technique qu'il faut développer. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que les chirurgiens acceptent la formation nécessaire pour être performants. Parce que quand vous passez dans une nouvelle technique, il faudrait que les résultats soient meilleurs et que surtout la morbidité, ça veut dire qu'il y ait moins de danger avec cette technique qu'avec la technique précédente. Sinon, ce n'est pas. Et du coup, professeur, on a envie de se demander quelles sont peut-être les propositions que vous préconisez pour qu'en amont de la formation, même des chirurgiens, on puisse l'intégrer dans nos modules académiques. Qu'est-ce qui est fait? Parce que c'est après coup qu'on va faire peut-être un... Voilà. Donc, ça, on a glissé progressivement vers l'introduction, l'enseignement de cette technique en pré-doctoral, c'est-à-dire avant, voilà. Mais ce n'est pas tout à fait complet. Après, quand on fait des formations de spécialité, alors là, il y a des instituts qui ont été créés, parce que ce sont quand même des ensembles qui sont intégrés et particuliers. Il y a des instituts qui ont été créés pour acquérir la gestuelle, quelle que soit la spécialité. Ce que je souhaite effectivement, c'est qu'en Côte d'Ivoire, alors les plans existent, on a pensé à tout, qu'on ait ce grand centre de formation de vidéo-endoscopie chirurgicale qui fera que peut-être on aura moins besoin d'aller nous former en Europe parce que les conditions seront réunies ici pour le faire. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vidéo-endoscopie chirurgicale, c'est que c'est l'image. L'image, on peut la transmettre. Donc finalement, on est en formation à Abidjan, mais c'est un enseignant qui est en France, qui est à New York, qui est où vous voulez au Japon, qui fait le cours à cause des TIC qui permettent, donc tout est possible. Je peux même opérer à Abidjan pendant que mon collègue me voit à Bruxelles, et puis il suit mon intervention, ce qu'on appelle le télémonitoring, puis il me dit, bon, il faut faire attention, il faut passer là, parce on discute. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Vous savez, jusqu'à la robotisation, aux interventions à distance. Oui. Le premier qui a fait cela, c'est mon ami Jacques Maresco de... On peut se faire opérer à distance finalement. Ah mais oui, il détenait les manettes à New York et il opérait sa malade qui était à Strasbourg. Oui. Bon, c'est financé par la NASA pour se dire que peut-être qu'un jour on ferait une intervention de quelqu'un qui a une appendicite dans la Lune. Bien sûr. donc on constate que c'est une véritable révolution. Ah oui, jusqu'à présent, on ne cesse pas de s'extasier devant cette révolution et pourtant ça fait 30 ans. Bien sûr. Alors, professeur, on va revenir un peu sur le malade. Vous avez parlé d'accompagnement. Est-ce que cet accompagnement, il est psychologique aussi? Parce qu'on peut être traumatisé par ce genre de pratique pour un malade. Non, pas traumatisé. Pas forcément. Non, pas traumatisé, plutôt. Quand on a connu certains qui ont été opérés de cette manière-là... Avec des agrafes d'en haut jusqu'au bas? Non, avec des agrafes en haut, et ça c'est traumatisant. Mais oui. Mais la cellule, ça ne l'est plus. Et le choix est vite fait. Le choix est vite fait. On préfère la cellule. Je crois que des fois, à la finition, il faudrait qu'on puisse prendre un peu plus de temps. Hein. C'est pas un cobaye, mais c'est une patiente qui parle ici. Oui, non, mais bon, on a passé cette étape des cobayes, là, parce que quand il y a, comme dans l'équipe du professeur Blégolé, 7000
personnes qui ont été opérées. Les cobayes, c'était les 50 premiers. Donc aujourd'hui, c'est maîtrisé. Aujourd'hui, on a une finition parfaite. Parlons. Mais écoutez, on n'arrête pas le progrès, on apprend toujours, hein, on avance, mais quand même, on a bien progressé par rapport à nos pas hésitants des années 99 et 2000. Alors, docteur, vous nous parliez tantôt de ce plateau technique-là qui est bien présent ici en Côte d'Ivoire, mais vous avez parlé principalement des cliniques. Les cliniques qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Qu'en est-il de nos centres universitaires? Non, je corrige immédiatement. Hein. D'accord. Dans tous nos centres universitaires, il y a cet équipement, et voilà. Dans les services de chirurgie, et dans les services de gynéco. Bon, certains l'ont fait un peu plus tardivement que les autres. Nous l'avons fait les premiers en 99. On a eu un équipement au CHU Treichville. Quand même, la première intervention, elle a été faite au CHU Treichville. Elle n'a pas été faite dans une clinique privée. Voilà, donc tous les CHU, Angré, voilà, Ouaké, voilà. Mais maintenant, on souhaiterait que même les hôpitaux départementaux, régionaux et départementaux puissent avoir cet équipement-là. Du coup, voilà ce qu'on souhaite. Du coup, il y a, on va dire, il y a une attention sur la facturation, le coût qui s'en retrouve impacté. Ah, voilà, évidemment, on vient au niveau du coût. Hein. Bon, c'est quand même très technodépendant. Ça coûte. Bon, on rentre dans une bagnole, on n'est plus sur une bicyclette. Okay. Mais il faut accepter de faire l'investissement. Et cet investissement ne doit pas être répercuté sur le coût de l'intervention. Dans le principe, qu'on opère en chirurgie ouverte ou en cellio, le chirurgien gagne la même chose. Hein. C'est pas parce que c'est lui qui choisit la voie d'abord la meilleure. Bon, ça ne peut pas le voilà. Mais finalement, mais c'est comme ça dans la vie. Hein. Si on est bien obligé de subventionner ce qu'il faut pour améliorer la qualité des soins. Mais alors on a l'impression que ça coûte plus cher. Mais comme je vous ai dit, globalement, l'État, l'établissement hospitalier s'en sort parce qu'il a une rotation qui est telle que c'est comme si quand on fait 50 cycles, on a avec un montant qui n'est pas très élevé, mais c'est quand même multiplié par 50, ça vaut mieux que d'opérer 3 malades. Oui. Voilà, c'est tout. C'est vite compensé. On a une large marge. C'est vite compensé. Vous prenez les grands services de radiologie, l'imagerie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça coûte excessivement cher. Mais on ne répercute pas tout le coût de l'imagerie sur le malade, quand même. Sinon, on ne pourrait pas faire des IRM qu'on veut. Là, on est rapidement au milliard. Voilà. Mais maintenant, il faut le faire tourner. C'est pour cela qu'en France, même ici, peut-être pas encore, les IRM tournent 24 heures sur 24. Que la rotation puisse permettre d'amortir l'investissement. Bien sûr. Alors, dans le prolongement de la question d'Alix aussi, hein, quand on parle de coûts, c'est surtout pour le malade. Hein, c'est accessible à tous aujourd'hui? C'est notre souhait et c'est accessible à tous. Même la chirurgie ouverte n'est pas toujours accessible à tous. Hein. Oui. La réalité, c'est ça. Justement, est-ce que même les médicaments dans les pharmacies ne sont pas accessibles? On a envie que cette nouvelle technologie... Ainsi, donc parlons de ces deux techniques-là. Est-ce que le libre choix est laissé aux patients d'opter pour une technique ou une autre? Ah oui. D'accord. Oui, c'est notre devoir d'informer carrément le malade sur notre capacité de faire les deux techniques et de pouvoir lui indiquer la technique qui nous paraît la mieux adaptée pour lui. Après, c'est le malade qui choisit. Il est hors de question d'aller faire de la chirurgie ouverte à un malade qui souhaite avoir une chirurgie laparoscopique parce qu'il ne veut pas avoir le ventre ouvert et qu'il veut faire 2 jours d'hospitalisation au lieu de 7. Maintenant, les patients savent de quoi ils parlent. Ce ne sont même pas des patients, ce sont des partenaires. Quand ils viennent vous voir, soit aller sur Internet, ils savent tout. Donc, on ne peut pas leur proposer du n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils veulent. Après, on adapte leurs demandes à leur cas particulier et on leur dit, voilà pourquoi on vous recommande de faire telle technique. Mais c'est le malade qui choisit, in fine. Bien sûr. Et ce n'est pas imposé. Tout à fait. Non. Et c'est pour ça qu'on lui demande de signer un consentement écrit et éclairé.
Merci infiniment en professeur de nous avoir permis de pénétrer dans votre bloc avec cette nouvelle technique qui fait des merveilles. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie depuis 6h25. Et demain, ce sera vendredi. Et on va vous retrouver avec un programme plus light et plus digeste pour vous dire que le week-end, il est bien proche. Que Dieu vous garde. Au revoir. Merci à Samara Alpha Doumbia qui nous a habillés aujourd'hui. Don't forget. À demain.